Bien, merci d'être avec nous pour 45 minutes sur ce débat, cet échange sur le vieillir heureux. C'est tout un programme que de vieillir heureux. On va voir de quelle manière, quels sont les ingrédients, avec qui et de quel et comment. Avec vous, Frédéric Decherff, vous représentez l'Agirc Arrco. Vous allez nous parler en détail de cette galaxie énorme qui finalement a un rôle pilote essentiel dans le vieillir heureux. Avec vous, Marie Trélucan, vous représentez SC2S. C'est quoi SC2S ? Le service civique Solidarité Senior. Bien, mon général. Donc, on va justement en parler en détail, et notamment de vos actions. Et puis, Gwendoline Coulet, vous êtes directrice d'une résidence. Alors, il y a résidence et résidence, comme il y a Dupont et Dupont. De quel type de résidence et où ? Alors, d'une résidence autonomie, à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec l'habitat inclusif et les résidences services seniors. C'est un établissement qui relève du Code de l'action sociale et des familles. Et je dirige le bel établissement Roger Mistral à la Farlette, dans le Var. Merci. Et Nicole, qui nous accompagne. Nicole, vous pouvez vous présenter, je vous en prie. Oui, je m'appelle Nicole. Je suis donc à la résidence Roger Mistral et depuis 5 ans. Elle est bien la directrice, vous pouvez... Très bien. Vous pouvez le dire directement, il y a du monde, donc c'est le moment. Elle est pleine de qualité. Bon, alors on parlera justement du fonctionnement de cette résidence. Je voudrais qu'on commence avec vous, Frédéric, pour que vous nous rappeliez... Alors, on connaît l'Agirc Arrco au travers des retraites complémentaires, des salariés du privé, mais l'Agirc Arrco, ce n'est pas que cela, c'est toute une galaxie, et je voudrais que vous nous en parliez en détail, en prenant le temps qu'il faut pour que nous puissions bien nous repérer. Alors, merci pour cette introduction. Donc, l'Agirc Arrco, on est un régime de retraite complémentaire des salariés du privé qui est obligatoire. Ça veut dire que je ne vous demande pas l'autorisation, mais chaque mois, sur votre fiche de paye, lorsque vous êtes un salarié du privé, vous avez une cotisation qui sert à payer votre future retraite. Et j'en suis heureux puisque je suis retraité et je vous remercie d'avoir cotisé, enfin d'avoir en tout cas géré mes cotisations. Alors, c'est un régime qui est géré par des partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales et organisations patronales, et qui a le mérite, depuis un certain nombre d'années, de gérer de façon comme un bon père de famille. Et donc, nous avons la possibilité et la joie de dire aujourd'hui qu'on est capable de payer les retraites aujourd'hui et demain. Ça veut dire qu'on a suffisamment de réserves pour assumer un choc économique ou une période comme le Covid. Donc voilà, c'est assurer le paiement des retraites. C'est important parce que quand des jeunes rentrent sur le marché du travail, ils ont un peu cette représentation de se dire « mais moi, quand je serai à l'âge de la retraite, je n'aurai pas une retraite ». Bah si, en tout cas, le régime complémentaire est construit pour assurer de façon durable le paiement des retraites. Donc on est capable de se projeter à presque 30 ans sur le paiement des retraites. Et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire aussi, c'est une gestion paritaire. Exactement. Ce n'est pas l'État. Non. Ce sont des gens, je veux dire, les employeurs et les salariés qui pilotent. Exactement. C'est assez atypique, hein. Il n'y a que l'Agirc Arrco qui est gérée, on le dit assez souvent, un peu à l'allemande, dans un système de cogestion à l'allemande, dans une logique de consensus et de négociation permanente pour se mettre d'accord sur un certain nombre de fondamentaux. Donc voilà, c'est une base solide, structurée et durable sur le volet retraite. Et ces cotisations, donc, qui sont... au niveau des fiches de paye de chacun des salariés du privé, il y a aussi une cotisation côté employeur. Donc il y a 59 millions de cotisants à l'Agirc Arrco et il y a 1,8 million d'entreprises qui cotisent également chaque mois. Ça veut dire que ces sommes-là, elles permettent de payer les retraites, je l'ai dit aujourd'hui et demain, mais il y a un petit pourcentage aussi qui est dédié
au deuxième métier de l'Agirc Arrco qui concerne les services, la mise en place, la proposition de services d'accompagnement et de prévention. Et ces services sont proposés pour les actifs et pour les retraités. Donc quand vous êtes actif et que vous vivez une situation compliquée, je vais donner quelques exemples, ou quand vous êtes salarié aidant d'un enfant en situation de handicap ou de votre papa ou de votre maman, vous avez la possibilité d'être accompagné par ces services d'accompagnement et de prévention de l'Agirc Arrco, en passant principalement par votre caisse de retraite qu'il vous faut identifier, mais qui est notifiée sur votre fiche de paye. Donc voilà, il y a vraiment des services à destination des retraités, mais aussi à destination des actifs. Peut-être vous dire un mot sur ce qui nous motive et ce qui nous porte. Je vous posais la question tout à l'heure en préparant je vous demandais c'est quoi la représentation qu'on a de l'Agirc Arrco. Vous m'avez dit c'est un peu déshumanisé, c'est un peu lointain, c'est un espèce de gros truc là-bas à Paris, on ne sait pas bien ce qu'ils font. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique, et aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, de service. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on propose concrètement ou aux retraités ou aux actifs. Donc on est dans une logique de proximité. On veut des services qui soient simples, lisibles et compréhensibles. Alors vous allez me dire, ça commence pas bien parce que côté retraite, c'est quand même pas d'une grande simplicité. Vous avez cotisé à plein d'endroits, sauf que maintenant, on a des outils informatiques. Allez, quel que soit l'endroit où vous vous connectez, sur l'assurance retraite ou sur l'Agirc Arrco, vous allez avoir un récapitulatif de votre carrière, de toute votre carrière, quels que soient les employeurs que vous avez eus. Ça, j'encourage tous les actifs à aller voir, à regarder s'il n'y a pas des trous dans votre carrière. Et vous pouvez regarder ça à 45 ans ou à 50 ans. Ça ne mange pas de pain. Enfin, voilà, ça vous permet de regarder des premiers éléments. Donc, voilà, on a 600 points d'accueil, on veut de cette proximité, on a des agences conseil retraite, vous pouvez prendre rendez-vous pour comprendre où vous en êtes et vous projeter sur un âge de départ à la retraite pour regarder si vous partez à 63, à 64, ce que ça signifie pour vous, d'abord en termes de revenus et si c'est cohérent de le faire à ce moment-là. Donc voilà, faites cette démarche-là, regardez votre relevé de carrière, regardez si votre carrière est complète, si vous vous y retrouvez et anticipez ce moment du départ à la retraite. Je continue parce que sur le départ à la retraite, on va y venir et on va rentrer dans notre sujet du vieillir heureux. C'est un moment qu'il faut anticiper. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est important de prendre conscience qu'on va changer de vie. C'est vraiment considérez-le comme une nouvelle vie qui démarre. Et une nouvelle vie, ça s'anticipe. D'un seul coup, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec plein de temps disponible et avec des tas de gens qui vous entouraient chaque jour parce que vous bossiez, qui ne sont plus présents. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette période de retraite qui va durer en moyenne 25 ans? Donc, c'est une vraie chance que nous avons, avec le vieillissement de la population, de pouvoir avoir ces 25-30 ans de vie à la retraite, du temps disponible pour soi. Donc c'est important de réfléchir à vos choix de vie, à ce qui est important pour vous. Et puis, on va y venir, il y a des déterminants pour vieillir heureux. Il y a, évidemment, c'est mieux d'être en bonne santé. Et pour vieillir en santé, il y a un certain nombre de déterminants. Il y a des sujets sur lesquels il faut être un peu attentif. Mais surtout, voilà, c'est important de réfléchir à ce moment de bascule que représente la vie à la retraite. Vous voulez continuer, mais c'est très bien parce que, en fait, on va rentrer peut-être davantage dans le détail. J'ai plein de questions à vous poser et à poser à nos autres interlocutrices. On a bien compris que c'est ce volet, en tout cas, ils sont liés l'un et l'autre, et que vivre heureux, ça tombe pas du ciel. C'est une démarche à laquelle vous contribuez chacune à votre manière dans ce que nous allons voir. Alors, pour l'Agirc Arrco, on reviendra dessus.
Et je voudrais que l'on parle avec vous, Marie, de SC2S. Alors, vous m'avez dit, vous avez parlé de service civique, c'est très très sérieux. Donc, quel lien entre vivre heureux et le service vivre heureux pour le 3e et 4e âge, et puis le service civique? Quel est ce lien entre les générations? Je vais peut-être reprendre juste pour vous donner les résultats de l'indice du vieillir heureux, parce que c'est au travers de ça que Marie pourra préciser ce qu'on fait sur le lien social. Est-ce que vous savez que c'est entre 65 et 75 ans où on a le plus grand ressenti du bonheur? En fait, si on regarde les âges de la vie, grosso modo, quand on est jeune adulte, on a une notion autour du bonheur qui est assez positive. Au fur et à mesure de sa carrière, vous avez à gérer un certain nombre de difficultés, donc ça diminue tout doucement. Le passage à la retraite n'est pas souvent un moment extrêmement joyeux parce que compliqué à gérer. Et puis, ça remonte à partir de 65 ans et vous avez là une décennie où on a le ressenti de bien-être et de bonheur le plus significatif. Donc voilà, l'étude qu'on a fait sur cet indice du vieillir heureux, on avait 45 items et on a observé cette courbe de Gauss qui est quand même assez intéressante. Quand on creuse un tout petit peu, c'est quoi les sujets fondamentaux? Alors la prépa-retraite, j'en ai parlé quelques instants, la préparation de cette nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il y a le désir d'apprendre. On parlait tout à l'heure d'utilité sociale. C'est quelle place je continue à avoir dans la société, en quoi je contribue à l'engagement, par exemple, est un bon vecteur de je rends service. Alors, il peut prendre tout plein de formes différentes, mais voilà, cet engagement et cette place dans la société est très important. L'habitat, on pourra y revenir si vous voulez, l'environnement est le point essentiel, déterminant, c'est autour du lien social. C'est le nombre d'interactions sociales que je vais avoir et c'est la famille, le voisinage et les relations que je vais avoir avec les autres. Donc à partir de cette étude et en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'on avait déjà identifiés, on a travaillé sur cet isolement. Il y a eu un rapport des petits frères des pauvres extrêmement marquant sur la mort sociale d'un certain nombre de nos aînés et on s'est dit qu'on pouvait, au travers avec l'ADN du régime, c'est-à-dire intergénérationnel, proposer une modalité d'intervention de jeunes en service civique dans des résidences, dans des EHPAD, dans des résidences, dans des EHPAD et au domicile des personnes âgées. Donc on a créé ensemble ce service civique Solidarité Senior. Et Marie, je te laisse expliquer. Alors justement, comment ça fonctionne, puisque le cadre a été défini? Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ça fait jargonneux, ça fait peut-être service national, je ne sais pas. Le service civique, c'est une forme d'engagement particulière pour les jeunes de 16 à 25 ans qui leur permet de consacrer comme une année de césure, c'est 8 mois en moyenne, généralement une année scolaire, à la société, à l'intérêt général, en étant encadré, un peu formé et indemnisé. Donc c'est entre le bénévolat et l'emploi, on va dire ça. Généralement, ça se fait après le bac pour les jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, parfois plus tard quand il y a des moments d'hésitation dans les parcours, parfois plus tôt quand on décroche de l'école plus tôt et qu'on est en phase de recherche. Effectivement, post-Covid, avec la Fédération Agir Carco et en particulier le groupe Malakoff Humanis à l'époque qui avait déjà commencé à s'investir sur ce sujet-là, on s'est dit, il y a eu une recrudescence, on le sait tous, de l'isolement social des personnes âgées. L'étude à laquelle faisait référence Frédéric Decher a montré quasiment un doublement de l'isolement social et des risques de mort sociale de personnes âgées à domicile après le Covid. Et on avait un peu le même phénomène, et ça a duré, et ça dure encore un peu, chez les jeunes, avec un isolement de jeunes qui ont arrêté les études. Donc on avait une société de souffrance, parce que la solitude, c'est de la souffrance, et de générations qui potentiellement risquaient de se regarder en chien de faïence, parce que si les jeunes considéraient qu'ils ont été sacrifiés pendant le Covid, et que les personnes âgées, si on n'a plus cette solidarité intergénérationnelle, même systémiquement, on a un problème. Donc on avait un vrai gros sujet de société de recréer du lien.
et de renforcer la solidarité entre les générations pour consolider notre société, puis consolider notre système et la vie des deux parties qui s'isolaient de plus en plus. Donc effectivement, on a décidé avec le soutien assez énorme de la Fédération Agir Carco depuis 4 ans, puisque ça fait 4 ans, de mobiliser non pas quelques petites centaines de jeunes, mais des milliers de jeunes chaque année auprès des personnes âgées isolées, qu'elles résident à domicile, toutes seules, parfois avec une visite dans l'année, voire 0 visite en dehors de l'aide-soignante ou du portage de repas. Parfois, ils n'ont pas d'interaction, de lien, il y en a beaucoup. Ou en établissement, donc en résidence autonomie, on le verra, ou même dans certains établissements EHPAD. Et ce sont d'ores et déjà en 4 ans 16 000 jeunes qui ont quand même donné 8 mois à temps plein de leur vie à des personnes âgées dans tous ces contextes-là. 340 000 personnes âgées quasiment ont été touchées déjà, avec des impacts qui ont prouvé l'intuition en fait, puisque... Alors justement, vous avez un retour, c'est ça qui oui, m'intéresse. Oui. Ces jeunes qui ont consacré, vous le disiez, 8 mois de leur activité, de leur vie, à rencontrer, à dialoguer, à échanger avec leurs aînés. Leur bilan à eux, en gros, ils sont heureux de le faire ou ils disent je le referai jamais? Ah oui, le taux de satisfaction frise les 90-95% selon les années. Donc du côté des jeunes, et à vrai dire c'est le même retour du côté des vieux en termes de taux de satisfaction, ouais. Mais ça va au-delà. On a aussi des jeunes qui découvrent un secteur, un monde. 40%. C'est quasiment 1 sur 2 des jeunes qui viennent juste pour 8 mois à la base, qui n'ont pas spécialement envie de travailler dans le secteur, juste pour aider, pour être solidaires. 40% décident finalement de s'orienter vers des parcours de formation et de professionnels dans ce secteur qui quand même est un petit peu en manque de ressources humaines. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un changement de regard des jeunes sur les personnes âgées. Donc une grande partie des jeunes, c'est pas loin de ça, et vice-versa, disent avoir changé de regard sur les personnes âgées, avoir appris des parcours de vie et vice-versa. 70% des personnes âgées qu'on a interrogées disent avoir changé de regard sur les jeunes. Finalement, je me trompais. Finalement, donc changement de regard, s'être senti utile. Vous disiez dans le baromètre que vous, en introduction, je ne sais plus, mais que pour vieillir heureux, il faut aussi se sentir utile. Et quand on passe du passage de la vie professionnelle à la retraite, c'est ça le gros sujet, c'est perdre ce sentiment d'utilité. Et là, on a le même taux, c'était incroyable. 70% des personnes âgées bénéficiaires disaient finalement, je me suis sentie utile auprès des jeunes. Alors qu'initialement, c'est les jeunes qui se sont mobilisés pour être solidaires et utiles aux personnes âgées. Mais en fait, il y a une réciprocité. Chacun se sent utile à l'autre, finalement, parce que des personnes qui ont eu une expérience de vie importante, plus âgées, partagent aux jeunes les challenges. Et certains, il y a des relations humaines hyper fortes. On a des jeunes qui retournent. Les 3/4 continuent à aller dans les structures où ils étaient volontaires, soit comme professionnels, mais soit comme bénévoles. Ils rendent visite. Ça crée des relations quasiment de petits-enfants, de faux petits-enfants, d'adoption, voilà, merci. Parce que finalement, à quelqu'un qui n'est pas ta vraie grand-mère ou ton vrai grand-père, tu te confies plus aisément parce que tu n'as rien à cacher. Et il y a une relation quasiment d'amitié qui se crée. Donc je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a ce genre de relation aussi assez puissante qui naissent. Et donc on est absolument convaincus qu'il faut massifier et continuer. Non, c'est très bien. Il y a aussi un échange de technologie. Moi, j'avais remarqué ça. Ce que j'appelle la technologie, ça peut être les trucs sophistiqués d'informatique, etc., auxquels les générations précédentes n'étaient pas habituées, avec les changements, la difficulté. Et l'échange de technologie, c'est contre, vous savez, cette bonne vieille dictée avec les règles de grammaire qui permet quand même d'écrire correctement, ce qui n'est pas un luxe, mais qui est fondamental quand on cherche un emploi, quand on... Voilà. Et cet échange-là, il est remarquable et il se fait non pas dans un cadre contraignant avec une autorité, une école, mais dans un cadre ludique, affectueux, amical, absolument. Oui, là, vous abordez le type d'action parce que les jeunes sont des engagés volontaires, ne sont pas des professionnels, donc ils ne sont pas là pour remplacer des professionnels du tout. En revanche, c'est vrai que dans le type d'activité qu'ils déploient, ça dépend des envies des personnes, évidemment, mais l'utilisation de la tablette et se reconnecter avec l'extérieur grâce à l'outil numérique, ça, ils sont très, très rodés. Donc, effectivement, ça fait partie des activités qu'ils mènent avec les personnes. Généralement, ils permettent aussi de faciliter la mobilité, puisque même, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans certaines résidences, y compris résidences autonomie, comme on n'a pas pas forcément énormément de personnel, les jeunes permettent peut-être de faire des balades ou d'amener un groupe de personnes qui ont
n'osent pas sortir à oser sortir parce qu'elles ont un accompagnement. Voilà, ce genre de choses qui sont un vrai plus dans les écosystèmes et au niveau des professionnels. Je ne parle pas de l'impact parce qu'on a une personne concernée, donc elle pourra nous dire. Mais c'est vrai que les professionnels des établissements, peut-être qu'au début c'est difficile puisqu'il faut quand même encadrer les jeunes, donc il faut les accueillir, il faut les encadrer. Ce qu'apporte le dispositif, c'est outre des tenues, des tablettes, des choses matérielles qui peuvent aider, c'est quand même une formation socle pour les jeunes, pour pas balancer les jeunes comme ça devant des personnes sans avoir aucune formation. Donc ils ont 6 jours de formation tout au long de leur parcours pour mieux comprendre l'écosystème dans lequel ils vont être, le type de relations et de problématiques qu'ils vont pouvoir rencontrer pour pouvoir vider leur sac quand c'est un peu difficile, des choses comme ça. Mais c'est quand même un encadrement au quotidien qui est assuré par des organisations qui les accueillent, mais qui disent in fine que ça a beaucoup apporté aussi de soulagement aux professionnels, qui du coup peuvent s'appuyer, même si au début il faut les accueillir, s'appuyer sur eux pour faire plus, pour faire mieux, pour avoir un peu de créativité. Voilà, c'est des idées nouvelles qui arrivent chaque année, c'est aussi important pour les établissements. Alors, c'est une main tendue quand on parle de professionnels à Gwendoline. Alors, Madame la directrice, dites-nous, vous êtes la directrice d'une résidence du Vieillir Heureux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait chez vous? Pourquoi on vient chez vous? Alors, Vieillir Heureux, j'adore le terme parce que, et merci de mettre en lumière grâce à la GIR Carco les résidences autonomie, c'est des établissements. Alors, je vais avoir aussi un discours peut-être un peu engagé parce que je suis membre du bureau national de la FNADEPA, donc la fédération de directeurs d'établissements qui regroupe plus de 1500 adhérents et plutôt public et associatif comparé à la première intervention de ce matin. Les résidences autonomie, c'est ce qu'on appelait les foyers logements avant. C'est des établissements qui ont été créés sur des fortes à l'époque volontés politiques d'élus territoriaux qui voulaient créer des lieux où les seniors pourraient vieillir heureux ensemble. Effectivement, entre-temps, on a eu la loi de 2002, on a eu la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et nos structures sont rentrées dans le Code de l'action sociale et des familles avec, je vais le dire très clairement, toute la réglementation d'un EHPAD, à l'exception de la médicalisation et que le fait que nos résidents soient autonomes. Madame Chancy, vous me couperez si je me trompe, une résidence autonomie, c'est un lieu de vie où on accueille aussi bien des, je vais dire, très jeunes retraités, mon plus jeune résident à 60 ans, et mon plus âgé, alors on a perdu notre centenaire, mais elle a pu vieillir jusqu'à la fin de sa vie sur notre établissement. Et aujourd'hui, la plus âgée a 97 ans. Donc on est sur une moyenne d'âge de 80 ans. Donc quand on parle de résidence autonomie, oui, autonome dans vos choix et vos libertés. Vous pouvez confirmer. Oui, bien sûr. Elle est un petit peu stressée et je vais l'aider. Mais du coup, confrontée à toutes les difficultés, effectivement, du vieillissement. Donc, je retrouve ce que vous avez dit. C'est l'accompagnement à la santé, c'est l'accompagnement au bien vieillir. C'est effectivement, on a tous les dispositifs. Nous, on actionne les dispositifs de la GIR Carco parce que je pense que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais un qui est formidable, c'est les chèques Sortir Plus. Parce qu'effectivement, nous, on est bien souvent... Alors même si aujourd'hui le législateur ne reconnaît pas dans ce métier-là, dans la coordination des parcours de nos résidents, des fois il faut trouver des solutions de transport. On est bien content que la GIR Carco soit penchée sur le sujet. Comme on est bien content, effectivement, pour faire le lien sur pourquoi on est là aujourd'hui, de pouvoir accueillir des jeunes volontaires en service civique. Donc tout à l'heure, on regroupait la notion d'engagement. Je ne vais pas le cacher que ça part aussi d'un engagement dans le projet d'établissement d'une structure et de l'engagement du directeur qui va amener et de l'engagement des équipes que ça comporte. Parce qu'effectivement, il y a ce temps de tutorat, il y a ce temps du jeune qui arrive, qui est soit un jeune qui a une année où il se cherche un petit peu ou qui est cassé du rythme scolaire. Donc on a aussi des jeunes à accompagner et nos professionnels ne sont pas, entre guillemets, formés à accompagner des jeunes adolescents, des adolescents, parce que nous on accueille aussi des mineurs, on les accueille à partir de 16 ans sur notre établissement, ou des jeunes adultes en devenir qui se cherchent dans cette société qui n'est pas simple. Donc du coup, ils peuvent un petit peu en discuter avec nos résidents. Et du coup, cette notion d'engagement, elle part d'une réflexion. Alors, j'étais directrice d'une autre résidence autonomie d'il y a 6 ans, où déjà Unicité proposait effectivement de nous mettre à disposition des jeunes. Et quand SC2S est arrivé, pour le directeur, c'est on va dire entre guillemets, une simplicité. Parce que du coup, c'est SC2S qui recrute et qui passe le contrat avec le jeune. Ils imposent un binôme qui, au départ, peut paraître un petit peu contraignant
pour la structure, et en fin de compte, je vais vous parler du binôme de Soumaya et Camille qui viennent de finir leur mission. Ce sont aussi 2 jeunes filles qui ne se seraient pas rencontrées parce que sur des horizons et des éducations très différentes, et qui finalement aujourd'hui ont lié une amitié qui perdure, et elles viennent nous rendre visite, où là elles sont désolées, elles m'ont encore envoyé un message ce matin parce que je voulais qu'elles puissent nous accompagner, mais elles ont repris leurs études et on ne les détachait pas le temps de leur formation. Mais du coup, ça amène ce socle entre guillemets de sécurité, parce que c'est C2S qui va passer le contrat et qui nous met à disposition les jeunes. Donc c'est clair qu'après, c'est à nous d'assurer le tutorat. Mais quand je dis ça, ça veut dire que c'est eux qui s'assurent de la campagne. Je sais qu'il y a Carla quelque part. Donc moi, voilà, c'est Carla qui va programmer l'annonce, qui va effectivement expliquer aux jeunes, faire une présélection. Mais après, ça reste Roger Mistral qui choisit son jeune. Et généralement, Carla, quand on reçoit 3-4 jeunes, on les met en salle d'animation déjà. Comme ça, ils sont baignés au milieu de nos résidents au moment du café. Oui, tout à fait. Et c'est limite nos résidents qui choisissent les jeunes volontaires qu'ils ont envie d'avoir sur leur mission. Et du coup, il y a ce socle de formation auquel je peux intervenir aussi, parce que c'est important que les jeunes comprennent la différence des structures et la multiplicité du paysage médico-social. Parce qu'effectivement, même quand ils sont à domicile, on les envoie. Et je veux dire, même pour des professionnels un peu aguerris, c'est difficile de se repérer. Si aujourd'hui, je vous demande la différence entre une résidence autonomie et une résidence senior, vous allez me dire, oula, voilà. Et si je rajoute l'habitat inclusif, vous allez me dire, oh, drapeau blanc. Mais du coup, ils proposent ce parcours de formation, effectivement, qui permettent ces allers-retours, et les jeunes se rencontrent aussi de différentes missions. Donc, de notre chargé de développement, sa mission, c'est aussi de faire rencontrer les jeunes, donc ça a une richesse. Ils peuvent aller dans d'autres structures qui les accueillent et revenir du coup avec des idées. Voilà. Il y a une idée reçue qu'on peut balayer, justement, parce que vous parlez à chaque fois d'engagement. Alors l'engagement de l'Agir Carco, on le comprend. L'engagement de SC2S, on le comprend. Le vôtre, on le comprend. Mais là, je parle de l'engagement des jeunes en général. On dit sont moins engagés. Une étude a montré, et même, j'allais dire, sur le terrain, au travers de ma pratique, j'ai constaté que l'engagement général était en recul. C'est-à-dire, on ne s'engage plus de façon générale, mais que l'engagement par mission, à partir du moment où on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, de quelle manière, comment ça profite, comment c'est structuré, celui-là, non seulement il perdure, mais même il se développe. Et je trouve que c'est très intéressant. Marie, je vous vois frénétiquement prendre le micro. Non, mais je confirme, ça, ce sont des idées reçues totalement fausses. Les jeunes, et y compris les jeunes de France et les jeunes d'Europe, sont parmi les plus engagés du monde. Donc, c'est des formes d'engagement qui sont juste différentes. Effectivement, l'engagement politique est peut-être moindre, l'engagement dans les gouvernances associatives est peut-être moins. Ce qu'ils veulent, c'est des choses concrètes où ils se sentent vraiment utiles. C'est pour ça que ça marche aussi. Ce service civique, c'est quand même un engagement fort. 8 mois, certes, ils sont indemnisés, ils ont quelque chose à montrer sur leur CV à la sortie. Donc, il y a une vraie utilité pour eux. Mais c'est quand même peu indemnisé. Donc, c'est quand même un engagement. Et il y a quand même plus de candidats que de places. Donc, il y a une vraie envie d'être utile, en fait. Il y a une envie et un besoin d'être utile. Et face aux enjeux de la société actuelle, il y a encore plus besoin de ça. Sinon, on va partir tous en dépression. Et si vous me permettez, je rebondirai sur cette notion d'engagement, parce qu'on pense aussi que les vieux ne sont pas accueillants. Voilà. Vieux grincheux. Oui. Voilà, que les vieux ne sont pas accueillants et qu'ils ne vont pas laisser la place aux jeunes. Et ce qu'on adore travailler avec les volontaires en service civique, c'est justement de casser ces représentations. Ah oui, ça nous apporte énormément de cette jeunesse, justement. On a le reflet de ce qu'ils pensent de la vieillesse. Et nous, on a notre regard aussi sur la jeunesse que l'on n'avait plus. Oui, et puis ils vont aller sur des sujets qui ne s'attendaient pas. C'est-à-dire qu'on va aussi casser des représentations de nos établissements. C'est-à-dire, pareil, vous me coupez, mais on ne va pas s'imaginer qu'une personne de 90 ans, elle va pouvoir faire du cirque. Bah si, à Roger Mistral, elle peut faire du cirque. On ne va pas s'imaginer qu'ils peuvent retomber amoureux. Bah si, c'est possible. On ne va pas s'imaginer non plus la directrice devoir faire de la médiation justement sur un possible triangle amoureux, ou effectivement une discorde à table, un sac qui a été pris, qui a été posé au mauvais endroit, qui a la table qui a été posée au mauvais endroit. Et c'est là où l'accueil de jeunes est formidable, parce qu'on va amener le jeune à avoir cette légèreté dans le conflit, et en disant « Ah ouais, mais à tout âge, c'est possible » ou « Je pensais qu'en passant à la retraite, on se lavait de tous ces problèmes. Oh là là, moi je sors du collège ou je sors du lycée,
avec aussi toutes les représentations de comment tu es habillé aujourd'hui, de comment tu marches. Ah, aujourd'hui, tu as le déambulateur, elle n'est pas trop loin de l'EHPAD. Enfin, voilà, ce type de discussion et d'avoir les jeunes pour les professionnels, c'est une ressource, on va le dire comme ça, de légèreté et remarquable parce que nous, en tout cas, ça nous permet de rebondir et d'approfondir ces problématiques de représentation sociétale, de le vieux qui est grincheux et qui ne fait pas d'accueil. Moi, je me suis rendu compte sur la mission de Camille et Soumaya qu'en fait, il y avait aussi plein de choses que nos volontaires en service civique faisaient, qu'on a appris au moment du bilan. Elles nous rendent compte, hein, attention, on est vigilants quand même, mais sur des secrets que pouvaient leur confier les résidents. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir dans le bureau de la directrice dire « Ah ben voilà ». Par contre, ils vont peut-être se confier parce que leurs petits-enfants sont loin. Oui, il y a un transfert qui est fait. Et j'ai envie de dire, et alors ? Alors, c'est plus compliqué à gérer pour la direction après parce que vos résidents, tant le jeune, je pense qu'il a la temporalité de la mission et qu'il sait qu'au bout de 6 ou 8 mois, c'est fini, que les résidents, c'est « Pourquoi vous ne l'avez pas gardé ?» Parce qu'elle a sa vie qui continue et que c'est une étape. Voilà. Et qu'on revient, nous on a la chance, vous vous rappelez, Ness, voilà, qui est partie faire des études d'infirmière il y a 3 ans. Oui, Ness, dès qu'elle passe à la Farled, elle vient faire un petit coucou, ou en tout cas, elle a ses parents qui sont farlédois, et nous, dès qu'on les croise, ils nous disent « Ah ben voilà, tout ce qu'elle a appris sur Roger Mistral », et elle pense toujours à eux. Donc voilà. Vieillir heureux, c'est vieillir ensemble. On a bien compris que ce n'était pas je vais vieillir heureux. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Frédéric, j'aimerais qu'on revienne sur le baromètre vieillir heureux, justement. Et sur ces principaux enseignements, vous l'avez un peu défloré, mais pas trop. Moi, on en a parlé lors de la préparation. Il y a un livre qui est écrit par une journaliste qui est très intéressant parce que en quelque sorte, elle est allée au-devant des 100 plus vieux centenaires dans le monde et voir quelle était en fait la recette miracle pour justement vivre longtemps et vivre bien. Et en fait, hiérarchiquement, parce que bon, toutes ces personnes étaient différentes. Il y a celles qui, de temps en temps, fumaient. Ça ne veut pas dire que pour devenir centenaire, il faut fumer. Bien au contraire. Celles qui prenaient leur petit verre de Porto tous les jours. Ça dépendait des régions, tout ça. Mais je dis celles parce que ce sont souvent des femmes, effectivement. La plupart, quasiment toutes d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'abord le lien social, l'utilité. Plus je rencontre de personnes, plus je vis et j'échange, plus j'ai envie de vivre et donc plus je vis longtemps et mieux. Ensuite, c'est l'activité physique, c'est-à-dire que il ne faut pas rester assis sur sa chaise, il faut bouger parce que le corps et l'esprit sont faits pour être dans le mouvement et l'échange aussi, ça se fait avec l'écosystème. Et puis la troisième, c'est la nourriture. Parce qu'on a l'impression que c'est le plus important. C'est important, c'est une des 3, mais ce n'est que la 3e. Donc voilà, je voulais qu'on revienne sur vos enseignements, ce que vous en avez tiré. Vieillir heureux, c'est, alors vous l'avez dit, être utile, mais encore, comme on dit. Pour redonner quelques illustrations, vous venez de le dire, donc je ne vais pas le répéter, mais on s'était rendu compte sur le sujet du lien social que finalement, nos seniors avaient plus de contact avec leurs animaux domestiques qu'avec leurs proches ou leur voisinage. Alors, on sait le bienfait et ce qu'apportent les animaux domestiques, y compris dans des résidences autonomie ou dans des EHPAD, mais voilà, c'est quand même assez symptomatique. Donc, cette dimension de réelle relation humaine, elle est structurante et elle est fondamentale. Le deuxième sujet que vous avez évoqué autour de l'habitat et de l'environnement est aussi très important parce que on se rend compte que dans ce baromètre, pour les jeunes retraités, la dimension de vieillir chez soi, d'être chez soi, dans son environnement qu'on a connu toute sa vie, était extrêmement, là encore, important et c'était cet environnement qui apportait le plus de bonheur. Mais un environnement et un habitat
super agréable et cocooning quand on a 65 ans ou 70 ans. Si on est à 15 km du premier commerce ou de la boulangerie ou du médecin, on sait bien que dans 10 ans, ça risque de poser un certain nombre de difficultés. Donc un habitat sympa dans un lieu très éloigné de toutes les commodités nécessaires au vieillissement, ça devient compliqué. Donc voilà, il y a ce sujet-là aussi qu'il faut traiter et les déménagements, et c'est important d'avoir connaissance des résidences autonomie, de ce qui existe autour de chez soi pour faire ce vrai choix-là en toute liberté de conscience et anticiper ces changements et ces avancées en âge. Donc voilà, c'était les deux éléments et vous avez raison. L'activité régulière, c'est vrai que quand on en a fait toute sa vie, c'est important de continuer et d'adapter son activité à son avancée en âge, mais on a aussi évidemment tout intérêt à faire de l'activité physique, même démarrer à 75 ans, on récupère des trimestres de vie en bonne santé de façon assez déterminante. Donc, il n'y a pas un âge où il faut commencer. On peut commencer n'importe quand. Voilà, donc c'est important aussi. C'est souvent des représentations aussi erronées que nous avons sur ces sujets-là. Et si je peux me permettre, c'est là où c'est hyper important d'avoir des jeunes sur nos établissements. Parce que si on va demander, Madame Chancy, si je vais vous demander, moi, de faire du cirque avec l'animateur, ils vont me regarder, ils vont me dire, elle est complètement tarée, la directrice. Par contre, ils vont être accompagnés de jeunes qui vont les aider à faire. Ils ont envie de montrer qu'eux aussi, ils peuvent faire. Et l'activité physique, nous, nos volontaires interviennent beaucoup sur ces actions, ou ne serait-ce qu'aller à la Farlette, vous avez bien compris, on est dans le Var, donc on a la chance d'avoir la mer. L'animateur, il va toujours avec les volontaires en service civique pour tenir le bras. Et bien, si Camille elle a envie d'aller dans l'eau, moi aussi, allez, j'y vais et j'y vais avec Camille. Oui, tout à fait. L'accompagnement, c'est important. Oui, il nous motive aussi énormément. Vous n'avez pas envie de les décevoir sur le temps qu'ils donnent ? Non. Alors je disais, elle répond non, vous n'avez pas entendu. Et je disais, ce que moi je mesure sur les résidents de Roger Mistral, c'est qu'ils n'ont pas aussi envie de décevoir les jeunes sur le temps qu'ils prennent. Sur cette mission, ils ont quand même la notion, nos aînés, de cet engagement. Et du coup, alors vous ne le répéterez pas à vos voisins, mais moi, dès que je dois leur faire passer un message ou que j'ai envie qu'ils y aillent, c'est les volontaires en service civique qui portent le message parce que la directrice, on peut lui dire non, au personnel, on peut lui dire non, voilà. Par contre, à la jeune qui donne de son temps d'engagement et qui a certes un dédommagement, mais qui ne trouve pas à la hauteur de leur engagement, on ne va pas dire non. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle de la mémoire et de la transmission. Ça fait partie aussi du vivre heureux. Donner un sens à sa vie, c'est terriblement important. Mais avant, juste un petit détail dans ce que disait Frédéric, ou vous d'ailleurs, c'était Frédéric, sur les animaux de compagnie. Bon, maintenant, on peut, c'est la suite du Covid, la loi permet aux résidents d'être avec leurs animaux domestiques. Je ne sais pas comment vous gérez ça. Alors, animaux domestiques, déjà, ils sont en train de se demander ce que c'est vraiment, parce que maintenant, jusqu'à présent, on pensait aux chiens et aux chats. Il y en a d'autres aussi, et donc, voilà. Et puis, quand on dit un chien, je veux dire, entre un Saint-Bernard et un Chihuahua, il y a de légères différences. Et comment vous Alors, vous allez m'envoyer sur le sujet. Vous avez entendu que j'étais membre du bureau national de la FNADEPA. Pour moi, c'est un faux sujet et le législateur n'avait pas, alors pardon de le dire comme ça et ça n'engagera que moi, besoin de légiférer là-dessus. Madame Chancy, est-ce qu'on accueille les animaux sur notre structure ? Bien sûr. Les directeurs qui peuvent le faire dans leurs établissements l'ont toujours fait et ont toujours trouvé des stratégies dans leur règlement de fonctionnement pour le faire. Quel type d'animaux on a, nous, sur Roger Mistral ? Il y a deux chats que je connais, un chien. Voilà. Bon, il y en a 6 ou 7, 2 chats. Ouais. On a un canari, on a 2 tortues. Oui. Voilà. Donc, nous, ce n'est pas problématique. Et Bernard, il vient travailler. Bernard, c'est notre animateur. Animateur, oui. Qui est très présent. Et il vient travailler avec qui ? Avec son chien. Voilà. Donc, on a aussi une mascotte, puisque moi, j'autorise l'animateur à venir travailler tous les jours avec Oscar. C'est pas... Ce qui est problématique, c'est pas... nous, on le faisait... Enfin,
et je veux dire, c'est pas Gwendoline Coulet qui l'a fait, hein, c'est historique sur Roger Mistral, c'est les précédents directeurs qui l'avaient prévu dans leur règlement de fonctionnement. On peut le faire parce qu'on a un super jardin, parce qu'on est en plein cœur de ville où il y a des parcs, parce que nos résidents sont aussi autonomes. Après, il y a d'autres questions. Effectivement, là, j'ai un chat vieillissant avec une résidente qui ne peut pas l'amener chez le vétérinaire. Ben voilà, quid de... j'ai eu la problématique d'une résidente qui ne sortait plus son chien, donc je suis même allée à signaler une négligence animale dans mon établissement. Donc c'est d'autres sujets et je ne suis pas sûre que ça soit le sujet là. Oui, nous, on est convaincus à Roger Mistral que pour vieillir heureux, il faut que les résidents, et je reviendrai sur ce que vous avez dit, il faut anticiper son vieillissement et anticiper vieillir heureux. Et aujourd'hui, on est tous citoyens. Si je vous demande si demain vous avez envie de vieillir en résidence autonomie, je ne sais pas si vous avez la... Moi, j'ai envie d'aller vieillir dans mon établissement. Ah oui, c'est... Voilà. Mais Parfois... du coup, c'est compliqué pour certains directeurs d'avoir ce discours parce qu'on est limité dans les moyens qui nous sont donnés et dans le développement. Enfin, tout à l'heure, on discutait, la résidence autonomie, on ne reconnaît pas un temps de coordination médico-sociale ou ce temps de tutorat qu'on prend aussi avec les jeunes qui, certes, nous apportent une valeur ajoutée, bah, ça nous demande aussi, donc c'est là où on va rejoindre la notion d'engagement, et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui travaillent dans le grand âge sans y être considérablement engagés. Marie disait oui, vivre à Frédéric Mistral, mais à condition de ne pas Roger changer. Mistral. Roger, pardon, excusez-moi, ça c'est Roger Mistral. mon côté littéraire. Et donc, à condition de ne pas changer de directrice. Vous vouliez prendre la parole? Oui, puis ça fera peut-être la transition, vous parliez de mémoire, mais moi tout à l'heure, c'est sur la question on a une donnée intéressante, parce que ça nous souciait quand même le fait que les jeunes soient là 8 mois et partent, parce que ça crée une relation, enfin ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans les études d'impact sur les personnes âgées que la présence qu'en gros, le lien social génère une envie de lien social. Et donc le fait d'être en lien avec des jeunes, ce qui n'était pas avant, a accéléré la reprise de contact avec la famille, avec l'environnement amical. Et donc on a quasiment plus 18 points de personnes âgées qui reprennent contact avec des personnes avec lesquelles ils avaient perdu contact, que ce soit leur famille ou leurs amis, grâce à cette envie d'aller plus loin et de continuer à générer du lien. Bon, c'était une remarque sur les effets induits, et sur la mémoire. Il va de soi qu'un jeune qui a du temps, parce que c'est vrai que c'est ça qu'ils ont aussi, la première chose qu'il va faire, c'est de demander à la personne, dans le respect évidemment de ce qu'elle a envie de partager, de lui raconter des choses, de lui raconter des histoires de sa vie. Et c'est un début de travail sur la mémoire un peu improvisé, mais que parfois on a même matérialisé avec des expositions d'histoires marquantes de vie de personnes âgées qui ont partagé à des jeunes qui ne connaissaient pas des moments marquants de leur vie. Et ce travail sur la mémoire-là, on sait très bien l'impact que ça a sur la prévention de la perte d'autonomie, mais c'est aussi des choses que peuvent apporter des jeunes qui ont envie d'aider. Et la mémoire collective, le morceau d'histoire vivante. Donc, c'est terriblement important. Ce sont des témoignages, ce n'est pas écrit dans des livres, c'est ce qui a été vécu. Donc, l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H se rejoignent à ce moment-là. On va conclure, mais je vous laisse à chacune dire 2 mots, ce que vous souhaitez. Absolument. Nicole, vous pouvez dire du mal, enfin, de la résidence. Allez-y. Hein. Non, moi, si je peux me permettre de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on est en retraite, effectivement, on a un temps d'adaptation. Et effectivement, ce n'est pas évident de faire un choix. De faire un choix, par exemple, de rentrer dans une structure. Au départ, on pense qu'on va s'en sortir, que tout va bien se passer. Malheureusement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'arrive plus à faire certaines choses. D'où la décision de peut-être envisager une autre vie et faire un deuil de cette vie passée. Et donc, moi, effectivement, pour mon cas personnel, j'étais un petit peu réticente de rentrer dans une résidence autonomie. Je voyais ça comme un avenir noir. Mais en fait, j'ai découvert qu'on peut faire plein de choses en résidence autonomie. Et je ne regrette surtout pas d'y être entrée. Et j'espère apporter des choses aux personnes qui sont là. Et j'espère apprendre encore beaucoup de choses. Et je remercie notre directrice qui est vraiment très performante à tous les niveaux. Merci. Je trouve toujours que c'est beaucoup plus parlant de venir avec un résident. Oui, vous avez tout dit, Nicole. Donc, on peut vous applaudir et applaudir tout le monde.
Applaudissements